À l'heure où notre société évolue sans cesse et nous pousse vers toujours plus d'autonomie, la vie nous rappelle que notre corps est complexe et vulnérable. Un accident, une maladie ou tout simplement le vieillissement peut nous faire basculer dans la perte d'autonomie. C'est ainsi que de plus en plus d'établissements de soins voient le jour, et avec eux, le personnel soignant qui accompagne au quotidien ces personnes à mobilité réduite. Leur prise en charge répétée lors des transferts représente à elle seule 50% des accidents de travail ou maladies professionnelles dans le secteur du soin à la personne. Le constat est sans appel. Il faut agir. Ces établissements se sont multipliés et aujourd'hui, on dénombre en région PACA et Corse plus de 2000 établissements hébergeant des personnes à mobilité réduite ou en perte d'autonomie. Ces établissements emploient plus de 100 000 personnes. Ce personnel est exposé tous les jours aux troubles musculo-squelettiques, TMS. Tout le monde a plus ou moins entendu parler des TMS. Dr Lambert, médecin du travail, nous explique plus précisément ce que sont ces affections et quelles sont celles qui sont le plus développées dans le milieu des établissements de soins. Les TMS, ou troubles musculo-squelettiques, sont des maladies chroniques affectant les nerfs, les muscles et les tendons situés autour des articulations des membres ou du dos. En France, la plupart des TMS identifiés dans les établissements de soins sont reconnus dans le tableau 57 des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », mais également dans le tableau 98, regroupant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les manutentions manuelles de charges lourdes. En 2015, les TMS représentaient à eux seuls 87% des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail ou une réparation financière. Alors, ces pathologies résultent d'un déséquilibre entre les capacités physiques de la personne et les contraintes du poste de travail. Les principales manifestations donc rencontrées par nous, médecins du travail, c'est donc les épicondylites, touchant donc les affections du coude, les tendinopathies des épaules, les syndromes du canal carpien et puis toutes les affections du dos, principalement du rachis lombaire. En établissement de soins, mon expérience me permet de définir 3 grandes catégories de personnes susceptibles d'être touchées par cette pathologie. Tout d'abord les ASH, ensuite les aides-soignantes et puis le personnel qui travaille en cuisine. Alors, les paramètres entrant en considération relèvent de 4 facteurs. Tout d'abord, les facteurs individuels, l'âge, le poids, et puis les antécédents médicaux, bien sûr. Ensuite, nous avons les facteurs biomécaniques. Les facteurs biomécaniques, c'est les postures contraignantes, la répétitivité des tâches et le port de charge. Ensuite, nous avons donc les ambiances physiques, le froid, les déplacements, les vibrations et enfin les facteurs psychosociaux. L'objectif du médecin du travail est toujours le maintien dans l'emploi, mais une personne souffrant de TMS peut être mise en arrêt de travail. Il peut arriver que la personne reprenne en mi-temps thérapeutique, puis réintègre son poste ou soit mise en invalidité partielle. Dans certains cas, la reprise n'est pas possible et la personne est déclarée inapte à son poste. Face à l'allongement de la durée de vie, le secteur du soin et de l'aide à la personne prend une place de plus en plus importante dans le paysage économique français, notamment dans les régions PACA et Corse. À la fois source d'emploi et réponse à des besoins réels, ce secteur n'en reste pas moins préoccupant en matière de santé et de sécurité au travail. En effet, avec plus de 80 accidents de travail pour 1000 salariés, il génère 2,5 fois plus d'accidents que la moyenne, tous secteurs d'activité confondus. Fort de ce constat, et face à ces chiffres importants en matière d'arrêt de travail, d'accidents de travail et maladies professionnelles, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a lancé une action nationale pour lutter contre les TMS. Localement, la Direction des risques professionnels et de l'accompagnement social, dont les missions principales sont la santé et la sécurité au travail des salariés et la préservation de l'autonomie des assurés du régime général, s'engage dans cette action. Lionel Evesque, ingénieur conseil régional,
revient sur le rôle de la CARSAT Sud-Est dans la prévention des TMS dans les établissements de soins. Alors la CARSAT du Sud-Est au sein de l'assurance maladie risque professionnel, qui regroupe la Caisse nationale d'assurance maladie, 15 CARSAT, la CRAMIF, les CGSS et l'INRS, a une mission d'assurance sociale du risque professionnel pour la région PACA et la Corse. Alors le projet que nous portons en région Sud-Est, comme le font d'autres régions sur le territoire national, vise à travailler avec les entreprises, à travailler aussi en partenariat, et pour nous ça c'est fondamental, et notamment les organisations professionnelles comme les organisations qui représentent à la fois le secteur privé, le secteur public, le secteur associatif, qui nous permettent de développer la prévention et d'apporter une attention particulière à certains domaines dans les établissements. Alors notamment, tout d'abord, à ce qu'une démarche de prévention fondée sur l'évaluation des risques soit mise en place, avec une attention particulière aussi sur la formation des directeurs et des relais ressources au sein des établissements. Également, une attention particulière à l'organisation du travail, qui peut être génératrice d'accidents du travail. Et puis aussi à la mise à disposition et à l'utilisation d'aides techniques pour éviter les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Pour accompagner les établissements, la CARSAT Sud-Est dispose d'une expertise prévention et d'aides financières d'incitation à la prévention au bénéfice des salariés et des établissements. Les fédérations professionnelles se mobilisent également dans la prévention des TMS et ont décidé d'agir en faveur des salariés. Le SINERPA, c'est un syndicat professionnel qui regroupe des établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes, mais surtout le SINERPA, depuis décembre 2015, c'est une confédération qui a accueilli en son sein des représentants des services à domicile et puis des résidences-services pour seniors. Alors, au fil des différents rapports de branche qui ont été effectués dans le secteur et dans la profession, on s'est quand même rendu compte du poids important des accidents du travail et on a pu même cibler plus particulièrement des problèmes liés aux troubles musculo-squelettiques. Donc nous avons essayé d'initier différentes démarches, l'élaboration d'un guide, l'inscription dans les CNO 2009, 2013, et puis aujourd'hui, toujours grâce à nos bonnes relations avec la CARSAT, toujours un travail plus avant pour continuer dans ce sens, faire diminuer le nombre d'accidents du travail et améliorer la santé des salariés au travail. J'ai l'honneur de diriger pour la fédération la commission sociale, donc commission sociale qui est chargée de négocier avec les partenaires sociaux les différents textes. Par exemple, nous avons l'année dernière en décembre signé un accord sur la formation professionnelle et en ce moment nous négocions sur la qualité de vie au travail et bien entendu pendant à cette négociation on a un travail à faire sur la pénibilité. C'est vrai que nous regardons avec beaucoup d'intérêt la démarche de développement de la formation APA dans les maisons de retraite. Et aujourd'hui, notamment, l'obligation pour les comités d'hygiène et de sécurité de mettre en place des démarches de formation PRAPS. Et on s'aperçoit que grâce aux formations APA, et les établissements qui ont la chance d'avoir ce type de formation ensuite peuvent aider leurs salariés à entamer plus rapidement des démarches de prévention. Et donc l'AFHP, grâce à l'expérience déjà importante des établissements médico-sociaux, va venir se rattacher. Et je crois que très vite, nous allons discuter avec les partenaires sociaux. L'URIOP, c'est une union régionale qui regroupe environ 550 associations qui sont pratiquement toutes dans le secteur médico-social et dans le secteur social. Par rapport à nos adhérents, nous avons un rôle de conseil important. Et pour leur amener ce conseil, eh bien, on s'appuie nous-mêmes sur l'expertise d'autres partenaires, comme par exemple la CARSAT, avec laquelle nous avons depuis toujours des liens forts, des liens de coopération, soit par la formation, soit par des mécanismes financiers que, par exemple, la CARSAT peut développer sur l'achat de matériel de levage, enfin de matériel qui permet de réduire les efforts demandés aux équipes. Donc en tant qu'URIOPS, nous continuons notre travail de communication et de relais auprès de nos adhérents de ce qui peut être proposé par différents organismes, dont la CARSAT. Nous allons éditer notre programme de formation et nous allons évidemment mettre l'accent sur HAPA et puis PRAP comme effectivement un des outils de sensibilisation,
finalement d'évolution de notre culture technique par rapport à ces gestes et postures. Pour réduire les TMS, ce ne sont pas les propositions qui manquent. Mais que se passe-t-il réellement derrière les murs des établissements qui prennent soin de nos proches? Nous avons rencontré les acteurs qui œuvrent au quotidien dans ces établissements. Donc je commence mon poste le matin, j'ai environ 14 toilettes. Dans ces 14 toilettes, il y a environ la moitié qui sont des personnes lourdes. Donc on a du matériel mis à disposition, soit d'élèves malades, des verticalisateurs. Mais on ne peut pas les utiliser pour tous les résidents, soit parce qu'ils ont peur, soit parce que leur poids ne convient pas au type de machine. C'est vrai que nous sommes au quotidien auprès du patient. Et notre rôle, en fait, c'est de vraiment conserver son autonomie au maximum. Et pour ça, c'est vrai qu'on ne va pas forcément faire les gestes à leur place, on les encourage à faire par eux-mêmes. Quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'élèves malades, il n'y avait pas de lit à hauteur variable. Donc c'était à bras de femmes, hein, puisqu'on était une majorité de femmes. Avant, j'étais dans une maison de retraite. Et dans la maison de retraite, on avait des élèves malades, mais pas au plafond, pas des rails au plafond. Donc, bon, c'était pas tout le temps qu'on pouvait utiliser l'élève malade. Du coup, on faisait avec notre corps, donc nos mains, nos bras, on utilisait beaucoup le dos. Quand on a plusieurs transferts, soit le matin, le midi et le soir, en fin de journée, on a très mal au dos. Il semblerait qu'il y ait de nouveaux équipements qui puissent répondre quotidiennement aux transferts. J'ai entendu parler des rails, par exemple. Lorsque les aides techniques existantes ont montré leurs limites, les fabricants ont développé de nouveaux produits. C'est ainsi que le lève-personne sur rail plafonnier a vu le jour. En effet, cet équipement présente de nombreux avantages. Ça va? Vous n'avez pas peur? Vous avez confiance quand même. Donc on va vous installer sur le brancard bouge. En tant que manipulateur, ce lève-personne permet d'avoir moins mal au dos, de sécuriser le patient au lever comme au coucher, de tout ça en toute sécurité et en intimité. Pour par exemple une neurologie lourde, où on va avoir un patient qui aurait demandé plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour arriver en situation de se remettre à marcher, et bien là, avec ce type d'appareil, on va faire un bond en avant dans sa rééducation, en le mettant en situation de marche beaucoup plus tôt que si on n'avait pas eu ce type d'appareil pour le maintenir, pour le soutenir, qui nous permettent, nous, d'être directement des acteurs que de la rééducation, de se libérer de toute la contrainte technique de sécurité, de soutien, de marche, etc. Donc ce lève-malade, il a un secret, c'est la bonne mise en place du harnais. Donc dès que ce harnais est bien placé, donc bien droit, bien assuré, c'est un jeu d'enfant pour le lever, on peut lever une seule personne. Et il y a une double sécurité, c'est la sécurité de l'agent et la sécurité du patient. 2 établissements en région PACA, le centre de rééducation Paul Cézanne et le centre hospitalier d'Allo, ont déjà opté pour les solutions visant à se prévenir des TMS. Et cela sur les conseils de leur préventeur CARSAT. D'autres, tels que l'EHPAD Épidore à Mimé, envisagent de s'équiper. Dans le centre dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est un centre de rééducation, nous avons un secteur de rééducation neurologique important, et donc c'est vrai qu'on a été confronté au problème de la dépendance et à la lourdeur des patients. Et donc nous nous sommes inscrits dans une démarche de CNO et de prévention. Et très rapidement, on s'est aperçu que l'état de dépendance de nos résidents nous a conduit à placer la prévention au cœur de nos priorités, dans un double objectif, d'une part le bien-être de nos résidents, et d'autre part assurer la santé et la sécurité de nos salariés. Alors très concrètement, dans un premier temps, nous avons favorisé la formation des salariés. Nous avons également favorisé l'acquisition de matériel adapté, lève-malade, verticalisateur, disque de transfert. Et en dernier lieu, l'existence de la connaissance des contrats CARSAT a finalisé notre engagement et constitue l'ultime étape dans cette démarche de prévention.
Alors la problématique des TMS, évidemment, elle est particulièrement prégnante sur notre établissement puisque nous accueillons principalement des personnes âgées, voire très âgées, et des personnes lourdement handicapées. Le fait qu'on ait pu créer une institution dédiée aux personnes handicapées nous a permis de doter cette structure d'équipements spécialement adaptés à la prise en compte du handicap. Alors à ce titre, nous avions notamment mis en œuvre des rails de levage. Ces rails de levage se sont avérés particulièrement pertinents dans leur exploitation et leur usage. Donc de ce fait, nous avons décidé de généraliser ce dispositif à l'ensemble des services de l'hôpital. Dans le même esprit, nous allons prochainement renouveler l'ensemble de nos lits d'hospitalisation pour les remplacer par des lits à latéralisation complète qui auront vocation à aider les personnels soignants lorsqu'ils effectuent des changes complets, ce qui améliorera de manière notable leur effort physique. Vous l'avez constaté, différentes solutions techniques existent aujourd'hui. Diverses sociétés se sont intéressées aux problèmes des TMS et ont mis au point des aides techniques efficaces. Sur le marché, plusieurs fournisseurs sont susceptibles de proposer ce type d'équipement. Nous avons rencontré la société Arjo, fabricant d'aides techniques. Philippe Desmaîtres, formateur, présente au travers de sa démonstration les conditions de sécurité de son installation. Il s'agit ici de parler de sécurité et pour cette raison, donc, il existe une norme qui précise exactement la performance de matériel de levage. La norme 10535 que chacun connaît dans notre milieu. Et sachez que par exemple ici, nous avons 300 kg qui sont suspendus et qui donc équivalent à 1,5 fois la charge maximale annoncée. Pour réussir cette performance, quand nous nous accrochons par exemple sur des matériaux comme du ourdi, qui est communément utilisé dans le bâtiment, eh bien, nous devons multiplier donc le nombre de fixations. Et c'est l'ensemble à la fois du poids et du nombre de fixations qui vont garantir votre niveau de sécurité. Après avoir parlé de sécurité, il expose les bonnes pratiques d'utilisation au personnel soignant de l'établissement. Aujourd'hui, donc, nous allons procéder à la mise en service du lève-personne sur rail. Et je vais surtout mettre l'accent en fait, sur le harnais. Parce qu'en fait, l'un des grands avantages du rail, c'est qu'il vous décharge de toute la partie manipulation d'un lève-personne au sol qui prend de la place et qui demande beaucoup de dextérité de votre part. Je vous rappelle qu'un harnais, c'est un petit peu comme un vêtement. Autrement dit, un harnais doit être adapté à la taille de la personne. Je glisse bien le harnais jusque dans le bas du dos de la personne. Une fois que j'ai fait ça, je n'oublie pas de croiser les jambières. C'est extrêmement important avec des harnais à boucle. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer à la phase du moteur. Alors là, vous voyez, je descends le moteur pour ne pas forcer. Voilà, vous allez vous sentir progressivement soulevé. Donc le harnais va un petit peu se mettre en place. Et vous voyez que madame, elle est déjà un petit peu prépositionnée en position allongée. Et puis maintenant, on va monter le lit. Comme ça, le lit il est déjà à hauteur pour quand vous allez retirer le harnais. D'accord ? Et c'est en combinant en fait les différentes hauteurs variables que vous allez économiser votre dos. On décroise. Je vais maintenant allonger le lit. Alors vous voyez, pour bien retirer un harnais, parfois c'est très bien de passer par le haut plutôt que par le bas. Voilà. Et le harnais, il est enlevé. C'est terminé. Fort des progrès réalisés, certains fabricants se lancent dans la conception de matériel avec des fonctionnalités innovantes. C'est ainsi que la société Linette s'est lancée dans la fabrication de lits à latéralisation. Cependant, cet équipement doit encore faire ses preuves pour rejoindre la liste des aides techniques conseillées par la CARSAT. Les premiers lits médicalisés étaient plutôt voués au bien-être du patient ou du résident et oubliaient un petit peu tous les efforts que devaient faire les soignants pour appliquer au mieux leurs soins. Et Linette a commencé comme tout le monde sur des lits à hauteur variable qui au début étaient manuels, qui sont devenus électriques, donc c'était déjà une belle avancée. Et un système de hauteur variable grâce à des colonnes, qui est un brevet de Linette, a permis en les multipliant d'avoir un mouvement de latéralisation du lit sur le côté jusqu'à 15 degrés. Ce mouvement va permettre justement d'enlever tous les efforts que le soignant fait sur son dos, sur ses épaules, d'une façon répétée dans la journée et faciliter la mise en décubitus latéral, mettant
la partie dorsale du soignant complètement accessible, ce qui va permettre de changer plus facilement des draps, d'avoir un décubitus latéral strict, facilité et plus en confort pour le patient, tout en favorisant justement les efforts menés sur l'appareil musculo-squelettique du soignant. Comme vous voyez, je n'ai fait qu'accompagner mon patient, je n'ai exercé aucune pression, ni sur le patient, ni sur mes lombaires, ni au niveau de mes épaules. Malgré l'efficacité de ces équipements, les établissements hésitent encore à les mettre en pratique et à faire le pas vers un nouvel investissement. Pourtant, faire appel à un préventeur de la CARSAT pour être accompagné dans son projet et obtenir des conseils s'avère toujours positif. Alors, au niveau du projet, vous en êtes où? Alors le projet est quasiment finalisé. Nous sommes dans l'attente des derniers devis de manière à vous présenter un dossier complet pour validation. Super. Alors c'est vrai que nous on a une approche qui est plutôt orientée vers les salariés, mais pour les résidents ou les patients, au niveau des équipements d'oreilles, vous pensez qu'il y aura une plus-value? Bien entendu, ça permet effectivement d'assurer une meilleure prise en charge et une sécurité dans les transferts des résidents. Afin de faciliter ces investissements et ces installations, la CARSAT met en place un contrat de prévention et une aide financière simplifiée. L'augmentation constante des TMS nous a conduit à réfléchir davantage sur la problématique. Et dans ce cadre-là, nous nous sommes orientés avec la CARSAT sur l'équipement de nos chambres de rail, de manière à parfaitement assurer la sécurité des salariés et leur permettre de travailler en toute sécurité, tout en préservant le bien-être des résidents. Mais quelle que soit la démarche ou le matériel mis en place, le résultat ne pourra être probant que s'il y a implication de l'encadrement et la mise en place d'un programme de formation. Voilà, donc HAPA, c'est né d'un groupe de travail qui avait été mis en place en partenariat avec le CINERPA, la CNAM, mais face à la sinistralité importante dans le secteur d'activité des EHPAD. Les acteurs de ce groupe de travail adhérents au CINERPA nous ont fait savoir qu'ils pensaient que ça ne serait pas suffisant pour pouvoir vraiment enrayer cette augmentation constante de la sinistralité. Et on a pu répondre en s'inspirant des autres secteurs d'activité qui ont mené des démarches de prévention avec succès. Donc HAPA répond à l'information, la sensibilisation des directeurs au préalable de la démarche. Et dans un deuxième temps, permet de former les animateurs de prévention. Donc l'animateur de prévention, c'est quelqu'un qui va être en lien avec son directeur et les différents acteurs des différentes équipes qui eux-mêmes ont déjà leur propre dispositif de formation qui s'appelle PRAP, donc prévention des risques liés à l'activité physique. Donc l'animateur de prévention va faire la coordination de ces démarches de prévention dans l'établissement. L'établissement s'engage là dans un moment fort puisqu'ils vont mettre l'accent sur développer une culture de prévention du risque professionnel dans l'établissement. Pour cela, ils m'ont approché pour me proposer une formation d'animateur APA. Alors à savoir que c'est une formation qui est dense puisqu'elle se déroule en 4 jours plus 2 jours d'un second temps. Le choix du profil de l'animateur prévention réside dans sa capacité à animer un groupe de travail, à piloter un projet prévention et s'entourer de personnes ressources formées PRAP 2S. Parce qu'il est évident que ce projet ne peut pas être mené seul. Ça nous a permis de se rendre compte que la majorité des arrêts maladie et AT étaient dus au TMS essentiellement. Donc je me suis attachée à analyser des situations à risque et on s'est rendu compte de l'intérêt de la formation au PRAP 2S. Alors dans un premier temps, on a créé un comité de pilotage avec un membre de la direction, Madame Sourdeau, notre directrice, un membre du CHSCT, un membre du service qualité, une aide-soignante et une infirmière. Et on va demander à la PRAP 2S qui va être formée de former également ses collègues de travail pour qu'elle ne se trouve pas isolée dans son coin pour la remontée des situations à risque. Le calendrier est déjà établi et là on travaille déjà, bien que l'aide-soignante ne soit pas encore formée, sur une situation à risque qui a été identifiée. À la lumière de tous ces regards croisés sur les établissements de soins à la personne, nous pouvons mieux apprécier l'engagement et les actions des uns et des autres à promouvoir la prévention des risques professionnels par l'amélioration des conditions de travail des salariés. Cela ne vous a sûrement pas échappé, mais les acteurs du secteur s'accordent tous à dire que si c'est bon pour les salariés, c'est également bon pour les patients, les résidents
les bénéficiaires ou encore pour leur famille. Au début, c'était donc les gens qui m'aidaient à me soulever pour me mettre sur le déambulateur. C'était dur pour moi et dur pour eux, je pense aussi. Avec ce moyen technique, ça nous soulage, nous, patients, et ça doit aussi soulager le personnel soignant. Disons que l'équipement technique, c'est l'idéal pour les malades, la sécurité des malades et la sécurité aussi des aides-soignantes, quoi. Parce que là, on n'a pas besoin d'un brancardier pour te manipuler. Et ça, c'est une gain de place aussi dans la chambre. C'est l'idéal pour soulever les malades, quel que soit le poids. Et je suis bien placé pour le savoir.